Bonjour à tous. Juste pour débuter, est-ce que l'un de vous peut nous confirmer par, le chat si effectivement vous nous entendez correctement? Donc une fois que ouais, Norina, je vois, donc ça doit être Bonjour. parfait, très, très bien. Bonjour, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir, Nailé, donc CEO de Magic Post, solution, qui a pignon sur rue sur, la publication, LinkedIn. Donc on est vraiment ravis et nous-mêmes utilisateurs. On est nous-mêmes utilisateurs dans l'équipe de la solution. Donc c'est vraiment presque un honneur, on va dire, allez, lâchons le terme, presque un honneur en tout cas de pouvoir t'avoir en direct sur un thème qui est très, très actuel, dedans, qui est vraiment important, mais qui est lié aux impacts de tout ce qui se passe côté LinkedIn et aux impacts notamment sur la partie rendez-vous et sur tout le système, tout ce qui est à mettre en place côté process pour que justement ce système fonctionne bien, parce que les résultats LinkedIn, c'est pas du hasard. Voilà, longue préparation, mais c'est voilà, ravi de t'accueillir en tout cas, Nailé, si Merci. tu veux ajouter quelque chose en plus, surtout, vas-y. Yes, merci, Alexis, merci Pierre de m'avoir, proposé ça. Donc, très, très content et surtout ravi que vous soyez utilisateur depuis, maintenant quelques mois de Magic Post et c'est un très, très bon use case pour nous. On n'hésite pas à en parler autour de nous, donc merci encore. Yes, ouais, c'est franchement, on peut que recommander. Ça simplifie les choses sur la publication. C'est du concret, c'est pas sponsor. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à tous. En tout cas, je vois que le chat est déjà bien actif, donc c'est top. Si vous avez des questions à l'intérieur de la présentation, des choses qui sont même pas claires dans ce qu'on explique ou des choses qui vous viennent, surtout sentez-vous libre. On essaiera de prendre des questions au fur et à mesure et puis aussi, il y aura forcément un temps de réponse à la fin. Donc voilà, surtout sentez-vous libre de poser ces différentes questions. Alors pour débuter, il y a un petit constat, nous on l'a vécu assez souvent dans nos campagnes, c'est qu'on oppose souvent la partie inbound et la partie outbound. C'est 2 thèmes qui semblent, complètement différents pour certains. Nous, quand on allait prospecter en disant que si une personne faisait de la prospection, sortante, on nous disait: «Non, j'en fais pas. Chat perché, je fais de l'inbound dedans» et ce qui est assez étonnant, mais ce qui est de moins en moins, une solution. C'est pas parce que l'on fait l'un que l'on s'interdit l'autre. Les 2 sont complémentaires, c'est ce qu'on verra. Donc on a souvent cette pratique où, en tout cas, il y a 3 mondes un peu différents entre la partie marketing, la partie commerce, et la partie support. Enfin, en tout cas, c'est des mondes qui sont vraiment différents. Sur la partie LinkedIn, on le voit, c'est le principe même du réseau social, mais je pense que tu dois pouvoir le confirmer probablement, Nailé, mais il y a un volume de personnes qui publient qui reste largement inférieur aux personnes qui consultent, en tout cas qui regardent, qui voient ce qui se passe à l'intérieur de la plateforme, ceux qui observent. Donc ça reste un pourcentage qui est vraiment, même s'il y a de plus en plus de créateurs, qui reste assez minime par rapport au nombre de personnes qui sont au global sur cette plateforme. Et ce qu'on voit souvent sur la publication, c'est que ça peut être, on a cette envie de publier parce qu'il faut le faire. On sait que c'est important. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que c'est important, dedans. Mais on publie sans objectif, sans stratégie et sans, réutilisation des contenus. On est toujours à la recherche de la dernière nouveauté. On a l'impression qu'il faut avoir révolutionné, son contenu pour pouvoir le partager, ce qui est pas forcément, une vérité. Donc beaucoup se retrouvent avec ce sentiment-là, en tout cas nous c'est ce qu'on perçoit, dedans, qui est que la publication sur LinkedIn, c'est, perdre son temps. Tout simplement parce que c'est pas relié directement à la partie business, hein. À une publication, on n'a pas du MRR, du chiffre d'affaires tout de suite qui rentre. C'est pas aussi direct. Sensation aussi de légitimité, je pense. On n'est pas tous forcément, à l'aise avec, la publication, à se dire que ce qu'on a comme expertise est forcément importante et intéressante à partager pour, d'autres. Et donc voilà, donc on laisse un petit peu de côté pour certains en se disant: «Bon, bah, c'est pas mon business tout de suite, c'est pas le plus prioritaire, il faut que j'appelle mes clients et pas que je publie un post, j'ai des choses beaucoup plus importantes à effectuer». Et en plus de tout ça, sur la partie, LinkedIn, c'est une partie des éléments qui viennent, valider, enfin en tout cas des KPI, on pourrait dire de réussite d'un post LinkedIn, ils sont invisibles. Parce qu'une partie des contenus sont pas forcément likés, sont pas forcément commentés, sont pas forcément enregistrés, mais ils peuvent être partagés. Moi, ça se passe tous les jours, dans lequel, je peux naviguer sur le fil LinkedIn et il y a des posts qui m'intéressent particulièrement et que je peux partager, à des membres de l'équipe ou, tout simplement
entre associés sur des sujets. Et ça passe un peu en dehors des radars habituels. Je sais pas si c'est quelque chose que vous surveillez, que vous pouvez surveiller côté Magic Post, je crois pas, mais en tout cas qui permettent aussi, dans lequel il y a véritablement une partie de la réussite des posts aussi qui se passe en privé, qui est complètement invisible dedans. Donc voilà, je ne sais pas si déjà tu es d'accord avec ce constat, Nailé, de ton côté. Oui, complètement. On a beaucoup aujourd'hui de personnes sur LinkedIn qui sont ce qu'on appelle dans l'anglicisme des lurkers. En fait, c'est des personnes qui consomment le contenu, mais de manière discrète, qui ne vont pas engager, qui ne vont pas commenter, mais en fait, qui voient. Et ça, on en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on peut traquer d'une certaine manière si on voit qu'il y a des impressions, du reach sur nos posts, mais c'est vraiment, il faut partir de ce constat, c'est qu'il y a énormément de monde sur LinkedIn et en fait, je pense qu'en se pensant à nous-mêmes, on se dit: «Mais en fait, c'est vrai que j'ai tendance à ouvrir LinkedIn, au boulot sans aucun problème». C'est vraiment le réseau social du boulot et c'est ce qui fait qu'en fait vos prospects, enfin vos partenaires, tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde aime scroller, tout le monde aime ça, un peu comme sur Instagram ou voire TikTok, mais de manière, hem professionnel et c'est là que c'est super intéressant et c'est le problème que tu évoques, c'est que, ben, en partant de ce postulat, vos prospects, vos partenaires, tout le monde est sur LinkedIn. Donc derrière, il y a une manière, il y a des techniques pour, justement, arriver à les toucher. Il y en a plein, hein, évidemment, mais aujourd'hui, je pense qu'on va parler plutôt du contenu, donc c'est ça qui est intéressant. Yes, carrément. Pour continuer justement, au global sur la partie marketing, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une attribution qui est vraiment très correcte, de savoir se dire ce canal-là apporte ça, ce canal-ci apporte tant. Donc l'attribution, elle est pas aussi claire qu'elle pouvait l'être auparavant, puisque les canaux sont multiples, les points d'entrée sont vraiment très différents maintenant côté prospect. Et donc, souvent, on peut avoir tendance à minimiser l'impact d'un canal parce que directement, le KPI ne le montre pas. Ce n'est pas forcément la dernière étape avant que le prospect passe à l'essai, à l'achat, à la démo. Voilà, donc on a tendance à le sous-estimer. On a aussi un élément qui est présent, qui est la publication sur LinkedIn. Pour moi, c'est un sport d'endurance. C'est de la récurrence qui vient faire les résultats. C'est vraiment le travail sur le long terme. Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui est fait avec un peu ce qu'on appelle désolé pour l'anglicisme, mais un peu en one shot donc, dedans. Donc c'est juste, je publie 3 fois et en fait, je vais avoir l'ensemble des résultats qui va tomber et tout ça pendant les 6 prochains mois. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose sur le long terme, sur lequel il faut s'investir, pas forcément tous les jours, mais dans lequel il faut avoir sa récurrence, être extrêmement régulier, comme on peut l'être dans un sport d'endurance, pour ceux qui en pratiquent dedans. Et donc voilà, et la solution, c'est d'avoir un mélange un peu entre ces différents sujets. En tout cas, de ne pas avoir des mondes qui sont différents. Le market est là pour générer des leads et pour communiquer. Moi, en tant que sales, je suis là simplement pour traiter les demandes entrantes dedans. Tout le monde a un rôle à jouer en fait dans cette publication. De plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit, que nous-mêmes on adopte dedans. Je ne sais pas si toi tu le vois aussi de ton côté, Nailé, mais dans les équipes où de plus en plus on se sert des profils des différents services. On attaque les problèmes de manière différente, mais on vient publier, chacun a une voix, pas uniquement l'équipe marketing sur les réseaux. Ouais, complètement, on a il y a plein de manières d'exprimer, de décrire cette façon de faire. C'est ce qui est aussi, en train d'être autour de ce qu'on appelle l'employee advocacy. C'est que la nouvelle manière de faire du marketing, qui en réalité qui est peut-être quelques années, mais qui est en train de vraiment de se démocratiser, c'est de faire prendre la parole par les différents services, par les différentes équipes. C'est ce que vous faites, de plus en plus, ce que vous faites plutôt bien. Et de cette manière, en fait, c'est une nouvelle façon de faire du marketing inbound, et ensuite derrière, si c'est intégré dans une stratégie d'ensemble, c'est là on a beaucoup de valeur et c'est là qu'on peut aller faire du pipe, qu'on peut aller faire du suivi client et cetera. Carrément. Et je pense notamment à la posture en tant que sales, enfin commercial de base. Il faut s'imaginer que votre présence sur la partie réseau social, sur la partie LinkedIn, c'est un élément de réassurance. Et la vente, c'est de la confiance dedans. Enfin, vous êtes en train toujours d'évaluer, de réévaluer cette confiance-là. Donc, le fait de voir votre profil, les choses que vous partagez, votre manière de pouvoir s'exprimer sur certains sujets, c'est des éléments qui vous permettent aussi de pouvoir optimiser votre pipeline par la suite. Vos prospects ont déjà l'impression de vous connaître quand ils arrivent dans certains calls, ou en tout cas, ils ont pu investiguer et ça rassure en tout cas. Vous êtes pas juste un inconnu, vous êtes déjà quelqu'un qui a travaillé sur certains sujets et qui a eu des opinions sur les sujets. C'est aussi comme ça qu'on essaie de travailler en tout cas. Justement, comment les règles sont continuellement en train d'évoluer sur LinkedIn, dedans, comme sur tout réseau.
Et donc l'idée, ça va être de voir comment mieux publier sur LinkedIn et pourquoi, tout simplement. Je vais peut-être te laisser cette partie-là sur laquelle tu as une expertise qui est bien plus importante que la mienne. Ouais, merci. Alors, comme je vais, potentiellement un peu plus parler, je me présente rapidement. Donc, je suis Neilé, le CEO et cofondateur de Magic Post, une solution qui aide à la création de contenu sur LinkedIn. Et j'ai vu dans le chat qu'il y avait des noms qui me parlaient. Moi, avant, j'ai été chez Phantom Buster. J'ai été chez Phantom Buster de 2020 à 2023, où j'ai notamment aidé toute la strat marketing. On a vraiment développé le produit. Et j'ai également travaillé pour l'Elmist. Donc, tout ça, c'est, je pense, des outils qui vous parleront certainement. Et je suis un peu passé de l'autre côté. Je suis passé du côté plus, OK, maintenant, comment faire de l'inbound, comment faire du contenu de qualité, parce que j'ai vu à quel point c'était important de le faire, que ça rentrait vraiment dans une stratégie d'ensemble. Et donc, voilà un petit peu pour rapidement la présentation. Ensuite, pour le côté pourquoi publier, je pense que vous êtes tous plus ou moins déjà convaincus, mais vraiment, s'il faut le rappeler, c'est ce que disait Alexis, il faut créer en fait son espèce de marque personnelle. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir une star, Caroline Mignot ou des personnes comme ça que vous voyez peut-être souvent sur LinkedIn, mais simplement, en fait, qu'on arrive à vous identifier. Et cet effet de halo, il est super important parce que vos prospects, quand ils ont un problème, quand ils se disent ah tiens, il me faudrait quelqu'un une boîte qui puisse faire ceci, cela, et bien inconsciemment, on est tous des êtres humains, on va penser à la personne qui a le plus de visibilité. Et inconsciemment, on va se dire, bah, cette personne, en fait, elle est calée, elle parle tout le temps de ses workflow sales, des outils, de ses stacks d'outils et tout. Et naturellement, en fait, nous, on n'a pas envie de se perdre notre temps à se dire, bon, il faut qu'on aille sourcer, il faut qu'on aille identifier plusieurs prospects. En fait, on va se dire, bah, j'ai vu cette personne, c'est très intéressant. Et vous, à l'inverse, si vous arrivez à capter les signaux et que vous voyez que cette personne, potentiellement, elle gravite un peu autour de votre contenu, etc., et que vous la contactez au bon moment, eh bien, c'est là que les pourcentages de chances d'avancer, et sont les plus élevés. C'est ce que tu disais, Alexis, donc c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Ouais, ouais, carrément. Donc c'est vraiment un sujet de réassurance constamment. Effectivement, tu as raison, ça simplifie. Quand on a déjà en tête une personne référente sur un ou deux sujets ou des marques qui semblent référentes, au moment où le problème émerge, bon, ben, le fait de sourcer les solutions, d'aller à la recherche des solutions, c'est beaucoup plus évident. On a fait une partie du travail. Pour rentrer un petit peu dans les astuces concrètes, on est en 2026. LinkedIn évolue, hein. LinkedIn, ça a plus de 20 ans maintenant. C'était un réseau, très corporate, où vraiment c'était un peu le Facebook des professionnels. C'est devenu une plateforme où on peut faire de l'outreach, depuis, maintenant plusieurs années. C'est même presque saturé, donc il faut aussi un peu diversifier ses moyens. Et la publication de contenu a vraiment connu son envol, on va dire, sur la période un petit peu 2020, Covid, et ça continue. Ça continue, ça explose et justement, ça commence à arriver dans les entreprises où les entreprises prennent conscience qu'il faut arrêter de publier du contenu, de style, «Nous sommes heureux de vous, parler de cet événement», mais plus, faire des choses qui ont plus de proximité, qui sont plus personnelles, plus personnalisées. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de pages entreprises qui ont ce qu'on appelle de l'audience. Ça va davantage être sur des profils et donc c'est ce côté humain qu'il faut ramener. Donc, le premier point, c'est vraiment, bah, si vous avez une stratégie en interne et que vous dites: «OK, on a une petite squad, on est 10 personnes ou même moi tout seul, je veux publier sur LinkedIn», on commence par avoir un profil, bien travaillé qui donne un certain standing et ensuite évidemment, ça c'est la 1re étape. La deuxième étape, ça va être les publications. Mais je reviens sur le profil. Le profil finalement, c'est votre page d'atterrissage et c'est pour ça qu'on voit les profils, les visites de profil et que c'est aussi important de prendre un peu de ressources pour pouvoir optimiser votre profil. Ensuite, on va parler, vraiment du contenu. Je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus, Alexis? La présentation en tout cas d'un profil et s'éloigner au maximum s'éloigner au maximum. En tout cas, d'avoir le bon équilibre entre la partie corporate et la partie, marque personnelle. Je pense que ça effectivement, c'est un indispensable avant la première publication. Je pense que ce qu'il faut commencer par faire, c'est votre, positionnement en fait, à l'intérieur. Donc ça, c'est clair. C'est vraiment différent et je pense que de toute façon, ça rentre dans cette culture un peu où, il y a une, volonté d'authenticité qui est recherchée, même s'il y a des codes professionnels, évidemment, on s'en cache pas à l'intérieur. Mais c'est cette recherche un petit peu d'authenticité, vérifier qu'il y a la personne qui est bien présente derrière. Et il faut jouer avec ces éléments-là à l'intérieur. Complètement et c'est pour ça que sur une bannière, c'est toujours bien peut-être de mettre de l'humain.
souvent, ben, on remet une photo de soi. Moi, je me suis pas pris la tête, j'ai pris ma photo, mais avec un plan plus large. Mais vous pouvez mettre une photo de vous avec une tagline qui est sur votre offre, hein. Il y a aucun problème à le faire. Sinon, vous faites une tagline qui est plus orientée sur vous, les contenus que vous partagez. Une tagline, c'est le texte qu'il y a derrière, là, par exemple, Magic Post, que je mets en avant. Hem, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, il faut faire l'effort, il faut surtout pas laisser ça vide, il faut surtout pas le bâcler. Et une fois que c'est fait, vous pouvez passer à votre contenu. Donc Ouais. le contenu, c'est le gros sujet. C'est moi le problème que j'entends tous les jours, c'est, je ne sais pas quoi publier, je ne suis pas régulier. Bon, on pourra revenir, je crois que les slides après, on va pas mal, en parler de tout ça, mais déjà ne pas se mettre la pression sur: «Bon, si je vais sur LinkedIn, il faut vraiment que je publie, 5 jours par semaine, sinon ça vaut pas le coup». C'est faux. Une fois par semaine, c'est déjà bien. 2 fois par semaine, c'est très bien pour démarrer. Vaut mieux commencer avec un rythme où vous faites peut-être 10 posts dans le mois et qu'ensuite, vous preniez goût à ça, vous continuez, vous montez peut-être à 2, 3 posts par semaine et surtout, en fait, quand vous arriverez au bout de 3 mois, il y a des posts que vous avez déjà faits, qui auront bien marché, que vous pourrez reprendre, que vous pourrez reformuler ou même remettre en l'état parce que c'est OK. C'est pas parce que vous avez fait un post, il y a 3 mois et que vous le republiez tel quel que c'est pas bien, que c'est mentir. Non, vous partagez des astuces, qui va clairement le coup d'être repartagées et potentiellement qui vont être, visibles par d'autres personnes. Donc c'est pour ça que c'est un rythme crescendo, ne jamais se cramer, ne jamais se brûler trop vite, sinon en fait on va lâcher. Ouais, c'est ça, on peut être un petit peu, hein, paralysé, hein, par, je pense l'impact de certains influenceurs. On a l'impression qu'ils postent, enfin c'est le cas, hein, c'est leur métier donc dessus de publier 2 fois par jour pour certains ou vraiment avec, de la photo dans tous les sens, des choses nouvelles tout le temps, enfin bref, voilà. C'est un monde un petit peu à part, mais c'est nécessaire. Juste cette récurrence comme tu le dis, 2 fois par semaine déjà, c'est vraiment quelque chose et si tenir vraiment, si vous avez des objectifs qui sont trop élevés par rapport à ça, vous allez peut-être réussir sur 1 ou 2 semaines, mais finalement, 1 mois plus tard, ça va passer à l'as parce que, vous aurez d'autres priorités qui vont émerger. Alors que si vous avez un moment dans la semaine qui est juste consacré à la partie création, même, 1 heure pour créer, vos posts, vos tournures dessus, bah, ça vous allez vous y tenir. C'est un engagement, mais qui est plus limité et donc, le passage à l'action sera plus clair. Exactement et essayer d'éviter d'être, pris au dépourvu, de se dire: «Ah mince, j'ai pas fait mon post» ou des choses comme ça, c'est tout ce qui va vous stresser et la moindre excuse, vous fera ne plus publier et ça va vous faire du bien parce que vous direz: «Ah bon, bah, c'est bon, je passe à autre chose». Donc ta technique, Alexis, de dire, «Je me prends 1 heure, dans la semaine» est intéressante parce que derrière la gratification est énorme. On se dit: «OK, on a fait nos posts et ensuite on peut passer à autre chose». Mais voilà, chacun sa technique et il y a un dernier élément dans cette slide qui est intéressant, qui est parler de votre expertise quotidien. Ça reste un peu vague, juste en lisant ça. Moi, le framework que je peux conseiller à toutes les personnes qui ont un peu du mal à trouver un cadre, c'est le framework 60-30-10. 60 vous partagez du contenu, qui est ce qu'on appelle actionnable, c'est-à-dire qui apporte de la valeur et vous pouvez, complètement piocher dans ce que vous faites au quotidien, ce sur quoi vous êtes, sur une posture d'expert. Si vous êtes, par exemple, très à l'aise sur de l'email, sur du cold email, vous pouvez partager des astuces et même si vous dites: «Oui, mais il y a déjà, 100 personnes qui le font sur LinkedIn», c'est pas grave. Vous le faites à votre manière, avec vos exemples et ça, c'est potentiellement 60 de vos contenus, qui est de l'actionnable et si vous êtes sur du 8 posts par mois, eh bien, c'est à peu près 4 posts finalement, c'est pas non plus énorme. Le 30 ce serait plutôt sur vous, du contenu qui permet de vous identifier. C'est-à-dire que là, vous, parlez un peu plus de vous, peut-être de votre parcours ou, de vos opinions sur ce que devrait être, le sales en 2026, des choses comme ça. Ça permet de connecter, ça permet de créer de la réassurance, d'humaniser votre contenu et le dernier 10 c'est plus orienté autour de l'offre. Donc finalement, on parle toujours et on retourne toujours sur ces principes de funnel, c'est donner de la valeur, c'est-à-dire give first, ensuite, créer de la connexion et là, vous pouvez amener votre offre. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à parler de votre offre dans 3 mois ou autre. Vous pouvez l'amener évidemment, mais à partir du moment où vous jouez le jeu, vous donnez de la valeur et cetera, vos posts qui parlent de votre offre vont forcément avoir moins d'impression, peut-être moins d'engagement. Néanmoins, ils permettent de vous, de poser qui vous êtes et quelle est votre offre. Parce qu'in fine, on est quand même tous là pour faire du business. Nous, dans toutes les inscriptions, on arrive à traquer qui fait, enfin, on demande une question: «Pourquoi vous êtes sur LinkedIn? Pourquoi vous créez ce contenu sur LinkedIn?» et 80 de ceux qui disent: «Je suis là pour générer des leads», c'est ceux qui sont nos meilleurs clients. Parce que créer du contenu, il faut qu'il y ait un petit peu
un gain derrière. Sinon, créer du contenu pour se dire: «Oh cool, je deviens un peu une star sur LinkedIn», ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, on pourra revenir dessus. Ouais, carrément. Et sur le quotidien, je pense, pour nous d'expérience aussi, ce qui fonctionne bien, c'est des tournures qui sont plus dans l'empathie, dans lequel vous présentez aussi des choses sur lesquelles vous avez des failles, des choses sur lesquelles vous avez réussi, mais aussi où vous vous êtes trompé, dedans. Parce que ce partage-là d'expérience, c'est là où il est intéressant. Il faut surtout pas avoir la démarche où vous montrez que vous explosez tout. Ça serait, je pense, faux la plupart du temps d'ailleurs. On a tous des échecs, quotidiennement. Donc n'hésitez pas aussi à partager ça. C'est ça qui fait grandir et qui permet de se rapprocher aussi des d'autres utilisateurs. Je te laisse encore la main, c'est toi Merci. qui a l'expertise sur. Ouais, complètement. Et donc ce qui fonctionne, hein, il y a un format qui marche bien et qui marche toujours bien. Ça s'appelle le texte. 90 des posts LinkedIn sont accompagnés d'un texte. Donc, que vous fassiez un texte, que vous mettiez une image, une vidéo et cetera, il y aura toujours un texte. Si vous faites des posts type, sondage et autres, oui, là, il y aura potentiellement moins de texte ou articles, mais c'est une minorité des posts qu'on trouve sur LinkedIn. Le format phare, donc, c'est le format texte plus image. Moi, je recommande pas d'aller tout de suite se dire: «Ah mais il me faut des carousels, c'est des vidéos». En réalité, nous, on fait beaucoup d'analyses et on les sort régulièrement dans nos publications LinkedIn. Les vidéos, c'était une trend, qui était, très mise en avant par LinkedIn. Finalement, ça n'a pas tant pris que ça. On commençait à voir que 15 des posts LinkedIn donnaient des vidéos sur, milieu 2025 et c'est retombé à 8 à la fin de l'année. Vous pouvez le faire, ça marche, mais sauf que moi je les recommande pas, ni les carousels, car ça prend trop de temps. Et donc c'est dans une démarche où vous avez pas forcément le temps déjà de publier et que toutes les bonnes excuses seront bonnes pour ne pas le faire. N'allez pas vous cramer comme je dis souvent et restez sur du texte plus image. Et pourquoi l'image? C'est ce qu'on appelle un scroll stopper. Vous êtes en train ce sont des réseaux sociaux où on scrolle en fait, c'est une logique très verticalisée. Donc, à partir du moment où vous avez une image, forcément l'œil va plus être attiré par quelqu'un d'humain ou une photo, vous dites: «Ah mais tiens, qu'est-ce qu'il a dans les mains?» Et donc ça, c'est très important. Encore une fois, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Si vous faites des posts actionnables, comme je le recommandais dans 60 des cas, un screenshot, un visuel peut très bien passer. Évitez les visuels générés par l'IA qui sont, encore trop identifiés et qui passent pour quelqu'un de finalement de flemmard et qui pense que ça marche. Ça, c'est pas l'idéal. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, un screenshot, quelque chose qui illustre bien, un screenshot d'un framework, d'un workflow, ce que vous voulez. Et l'humain, c'est surpuissant, c'est le plus simple en réalité et moi je recommande toujours, prenez un shooting. Je donne un exemple, hein, j'ai identifié un photographe là où j'habite et tous les 6 mois, on se revoit. Bon, alors moi, j'ai une stratégie assez exigeante, j'essaie de publier vraiment régulièrement et cetera. Mais déjà à votre niveau, vous pouvez faire un shooting qui va tenir 1 an, 2 ans, ça dépend du nombre de photos et en fait, le but, c'est que les photos, elles permettent, d'habiller vos posts, votre message, et ça marche vraiment très, très bien, donc je le recommande, des photos pro. Le ROI, il est là, hein. C'est vous payez le shooting, mais derrière, vous accompagnez tous vos posts de visuels. Tu vois des différences dans la partie, justement entre la partie photo pro, fait par des photographes et puis des photos qui sont un peu très authentiques, au quotidien au bureau, où on voit que ça n'a pas été fait par un professionnel? Est-ce que vous avez des différences est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous permettent de dire qu'il y a une différence d'efficacité entre les deux? Bah, en fait, j'aurais pas de métrique, ce serait mentir de vous dire: «Oui, j'ai des métriques qui disent que ces photos sont meilleures», ce serait faux. C'est plus une expérience qui, est de recommandation. En fait, si vous voulez faire les choses bien, eh bien, partez du principe que vous pouvez prendre un shooting pro, mais qui dit pro ne dit pas un shooting corporate, loin de là. C'est quelque chose où les photos sont de qualité. Mais par contre, ce que tu dis, Alexis, de prendre des photos au bureau, aujourd'hui, c'est vrai que, ben, les appareils photo, les iPhone, je sais plus quoi, 17 machin, font des excellentes photos. Donc c'est largement OK de prendre ça. Tout ce qu'il faut, c'est un peu prendre le temps de se dire: «Ah bah, tenez, aujourd'hui, on va se faire un peu un shooting, on va faire un peu des sortes de mise en situation, vous regardez un petit peu des photos, vous dites: «Ah tiens, ouais, ce serait bien d'avoir une photo où je suis en train de bosser, une photo où je suis au téléphone, une photo où je suis, en train de discuter». Faut pas que ça fasse fake non plus, mais que ça permette d'habiller naturellement et donc pas forcément le shooting, pro, mais ça peut être le shooting où comme quand Welcome to the Jungle vient dans vos bureaux, un peu dans le même esprit. C'est un exemple. Ouais, en tout cas, la logique d'avoir son stock de photos qu'on va pouvoir réutiliser, juste à un moment prévu, de l'année dans lequel on a, l'ensemble des photos qu'on va pouvoir utiliser sur les différentes publications, Ouais. quoi.
dedans. Et c'est trop dommage en fait de se passer de ça. Comme je le disais, c'est un scroll stopper, ça habille vos posts. Si vous dites: «Allez, c'est bon, je fais mon petit, post texte», ça les stats sont unanimes, hein, les posts textes marchent moins bien. Mmh. Donc ce serait un peu du gâchis si vous avez beaucoup travaillé votre contenu, ce serait du gâchis de ne pas l'accompagner. Donc sans non plus trop se prendre la tête sur le visuel. OK, OK, hyper clair. Donc ce que je disais évidemment encore, c'est l'IA générique pour les visuels ou même pour le contenu. Encore trop de fois, on voit des posts, ChatGPT, j'en vois tous les jours. Ils sont reconnaissables, vraiment de très, très loin et en fait les IA, ça fait maintenant 3 ans qu'on a du GPT-4 et tous les modèles qu'on suivi. Elle présente des limites réelles, hein, en termes de texte avec, ce qu'on appelle le tiret, le trait d'union qui est très à l'américaine, qui sort dans tous les posts, Mmh. avec les emojis qu'on retrouve les 5 mêmes. On a sorti des études des 5 emojis les plus utilisés. C'est la fusée, c'est l'étoile, et ça depuis 2024, ils ont explosé ces emojis et c'est dommage parce que ça montre qu'il n'y a pas eu qu'on a utilisé un outil un petit peu pour aller vite et souvent, en fait, derrière, quand on regarde, c'est souvent un peu creux, c'est pas suffisamment, personnalisé et ça, c'est quand même, dommage et donc faut essayer de ne pas le faire, au maximum. Ouais, et puis il y a cette volonté justement à travers la publication de montrer, cette partie authenticité, enfin cette unicité et ça l'efface, en fait. Ça efface cette partie-là donc vous perdez une partie du gain, je pense, tout simplement qui est présentée. Encore sur ton Ouais. expérience, là. Bon, le but, c'est pas de rentrer dans les détails, hein, évidemment, mais une fois qu'on a un petit peu ces idées, et c'est ce que j'essaie de vous donner si jamais vous démarrez vraiment de 0 ou si vous dites: «Bon, pour 2026, je sais pas trop». Donc je vous ai parlé du framework et là, c'est à vous de vous concevoir un peu une réserve d'idées. Derrière, maintenant, sur le contenu, eh bien, il faut essayer vous pouvez très bien écrire à la main, vous pouvez très bien utiliser des outils. Bon, c'est un peu, ce serait un peu genre me mentir à moi-même de dire: «Bah, oui, Magic Post a été conçu pour vous aider à créer votre contenu, qui suit les codes LinkedIn et qui respecte votre style d'écriture ou un style d'écriture que vous appréciez». Évidemment, on a des outils comme ça qui vous aident, mais dans les faits, le but, c'est toujours d'être le plus percutant possible, de donner envie. Le fameux «voir plus», il est clé. Il faut qu'on donne envie de cliquer sur ce petit plus pour lire le contenu et donc ça passe par l'accroche et beaucoup disent que potentiellement 80 du boulot est fait par l'accroche. C'est vrai, mais pas non plus vrai. Néanmoins, c'est trop dommage de la gâcher avec un gros pavé ou quelque chose qui donne pas envie. Donc du chiffre, ça marche toujours très bien. Ça ne veut pas dire que demain, il faut faire tous vos posts avec, 90 machin fancy ou 80 des prospects, ratent enfin, négocient mal leur deal, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ça marche toujours bien. Donc restez court, une dizaine de mots maximum et le petit doigt vers le bas, ça marche toujours, des choses comme ça, mais voilà, c'est à vous de trouver votre manière de faire. Ensuite, pour le contenu, l'aérer au possible. Hem, je sais que c'est toujours dur quand on dit ça: «Oui, mais courte et longue, ça veut dire quoi?» Vous mettez des espaces. Au début des années 2020, je pense qu'on se moquait tous de ces postes, qui étaient très, espacés, où il y avait 2-3 vraiment précurseurs qui ont pris très cher, mais qui sont devenus, des gens, qui ont fait beaucoup d'argent finalement parce qu'en fait ça marchait et après les gens ont commencé à se dire: «Ah ouais, mais en fait c'est peut-être pas si mal de publier sur LinkedIn». Je pense qu'on est tous passés par là où nos potes, nos amis se foutent un peu de nous et en fait après coup, ben, c'est eux qu'on voit, 6 mois après dire: «En fait tu peux me donner des petites techniques s'il te plaît pour LinkedIn parce que, voilà». Donc les phrases, le style LinkedIn, c'est d'aérer. En fait, il faut partir du principe que c'est assez étroit quand même un post LinkedIn, qu'on est, sur du corporate, donc on est sur du enfin pas du corporate, du professionnel. On est sur du texte, c'est du texte qu'on est en train de lire, on n'est pas en train de lire une image, une vidéo comme sur Instagram et donc faut pas que ça lasse. Donc aérer, c'est-à-dire sauter des lignes, faire des phrases courtes et varier un peu la longueur, c'est suffisant. Ensuite, à la fin, c'est, important de mettre ce qu'on appelle un call to action, je pense que ça parle à tout le monde, une petite signature. C'est c'est le petit, starter pack, mais qui marche toujours très bien. CTA, ça veut pas dire, forcément que vous devez ramener vers votre lien ou votre offre, même si en réalité, une fois que vous avez commencé à bien publier, honnêtement, vous pouvez le faire tout le temps. Il y a des fausses légendes, des mythes qui disent que mettre un lien sur des posts LinkedIn, ça va réduire le reach. C'est faux. On a fait des analyses, et au contraire, on a vu que ça n'avait pas du tout d'impact. C'est davantage vous, comment vous construisez votre stratégie, votre post, à la fin, mettre un petit lien, petite astuce, vous pouvez faire des liens qui ne sont pas réduits par LinkedIn. Là, si vous voyez en bas de ce screenshot, il y a magicpost.in. Eh bien, nous, pour que ça arrive, vous ne mettez pas le https ni de liens qui ont des tirets après, c'est-à-dire magicpost.in / agence / tiret
20-30 personnes, j'en sais rien. Juste un lien simple, vous pouvez faire des tests en direct sur votre LinkedIn en publiant puis en supprimant, et bien vous aurez des liens qui sont très visuels et ça marche super bien pour, Ah, c'est bon tips, je savais pas du tout ça. ouais, Je savais et pas, plutôt ah que ouais, OK. d'avoir un LinkedIn, Ouais, ouais. XXXY qui paraît Ça donne pas très un envie, peu ouais. louche, ouais, et bien ça, c'est une très bonne technique. Donc voilà, je vous la donne, aujourd'hui. Je rebondis sur un point que tu disais sur la partie copywriting. Moi, ce que j'ai, enfin, sur la partie copywriting, sur la capacité à écrire, à donner envie, à éveiller de la curiosité, on va dire, à travers cette écriture-là. La manière dont j'essaie de le concevoir tout le temps sur ce sujet, c'est que la phrase d'avant doit donner envie de lire la phrase suivante. Donc, il ne doit pas y avoir d'écart entre les deux. Enfin, en tout cas, faut, il faut revoir ses posts en pensant à ce sujet-là. Et généralement, ça permet de simplifier. Souvent aussi, ce qu'on retrouve, moi, quand je relis, enfin, je fais de la relecture de posts de personnes différentes, c'est que je vois qu'il y a énormément d'idées à l'intérieur des mêmes posts. Donc, on peut défendre 4 points de vue, 5 points de vue à l'intérieur sans s'en rendre compte dedans. Et donc, il y a tout un effort de simplicité. Je pense qu'il faut globalement avoir une idée, un point de vue qui est défendu à l'intérieur d'un post. Et si vous en avez plusieurs, eh ben, ça fera l'objet d'un autre post. Ça sera la suite. Mais ne pas avoir cette confusion parce que ben, voilà, vous êtes sur un réseau social, les gens ont peu de temps, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit net ce que vous êtes en train de le dire. Je pense que l'exemple que donne Nailé avec justement l'accroche de ce post-là qui est en capture, bah, vous le montre. L'idée est claire. On nous avait dit que la vidéo c'était la suite, très bien. Bah, c'est pas ce qu'on montre et on sait de quoi le post va parler. Il y a pas de surprise dedans. Donc on a envie d'aller voir la suite et on comprend ce que Nailé va vous nous présenter. Et cette identification-là, elle est vraiment nécessaire en tout cas dans les. Moi, je vois les posts que j'ai loupés, c'est généralement où j'ai été mauvais sur ces sujets. Euh, Très bien, très bien. Et ben ouais, tu peux nous parler même sur cette notion de stat, effectivement, qui est souvent que les gens apprécient regarder. Un magnifique dashboard. D'ailleurs, je le redis, c'est pas de la pub, mais je trouve la solution Magic Post extrêmement bien faite, extrêmement bien développée, même visuellement, c'est très clair quand vous l'utilisez. Je saurais que vous recommander de la tester. Mais c'est en dehors de la présentation. Merci encore, c'est sympa. Les métriques évidemment, moi je dis toujours, LinkedIn, c'est un petit peu en workflow en 4 étapes. Il y a l'étape d'idéation, trouver un peu ses idées, mais finalement très vite, si on se pose, on fait ça bien, on peut déployer vraiment une stratégie. La deuxième étape, c'est la création de contenu. Donc, rédiger les contenus, se faire aider par un outil, et cetera. La troisième, c'est la planification, la mise en production, on va dire, de ces contenus sur LinkedIn. Et la quatrième, c'est l'analyse pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment évoluer, comment modifier ça. Entre-temps, on peut ajouter aussi, la phase d'engagement et cetera. Mais ça, c'est restons du principe pur sur la création de contenu. Donc c'est un peu une sorte de grosse loupe finalement, un cycle qui se répète et les métriques, c'est évidemment très important. Néanmoins, on entend vraiment tous les sons de cloche avec les métriques. Ouais, mais comment savoir si ça marche? Est-ce que c'est mon taux d'engagement? Est-ce que machin? Moi, je dis toujours, bah, souvent, on va partir de zéro ou on va partir d'un moment où on a arrêté de publier et on va republier. Donc le but, c'est de voir une évolution, de voir que, vous êtes en train de sans le publier, vous étiez à 0 impression, pardon, et en publiant, sur le mois. C'est juste incroyable. Vous avez réussi à faire en sorte que votre identité, votre personne, votre entreprise soit visible, simplement en publiant. Maintenant, comment un petit peu faire le tri dans ces métriques? Bah, déjà les likes. Les likes, c'est évidemment important. C'est un signal que votre contenu, il est approuvé. C'est un peu comme si on met un pouce en mode, «Yes, j'ai trouvé le contenu cool». Alors évidemment, il y a tout type de likes. Il y a des gens qui vont juste, liker pour vous soutenir, mais la réalité, c'est que, quand vous commencez à avoir des likes de personnes, que vous connaissez moins, qui sont moins vos amis ou votre réseau, proche, bah, ça prouve que votre contenu, il est approuvé et naturellement viendront les impressions. Donc, plus vous avez d'impressions, plus votre contenu est visible et après en partant de ça, ce que vous faites, c'est que vous dites: «OK», faut pas s'arrêter, hein, faut pas se dire: «Ah tiens, ce post, il a fait tant de vues parce que, X, Y, Z». Parfois vous êtes passé dans le mode ce qu'on appelle viral. Là, je vois Maël, je vois qu'il y a dans les 3 meilleurs posts, il y en a un qui a fait 27 000 impressions, le deuxième 9 000 et le troisième 5 000. Bah, clairement, le premier, il a décollé. Mais c'est pas ce que vous allez tout le temps chercher. Par contre, ceux qui ont décollé, ben, potentiellement, il y a peut-être des patterns, des choses où vous dites: «Ah ben tiens, qu'est-ce qui a pu marcher?» Là, je me dis: «OK, déjà son accroche depuis que je suis sales, j'ai croisé beaucoup de personnes pour qui, bah, déjà ça donne envie d'aller cliquer, potentiellement d'en savoir plus».
Et surtout, il dit: «Depuis que je suis sales». Donc tous les sales potentiellement, enfin tous les sales qui ont vu le post, ils ont dû cliquer naturellement parce qu'ils se sont identifiés à ce post. Donc il y a peut-être un petit pattern sur lequel Miles doit se dire: «Mmh, pas mal». Et on voit que son deuxième post, pareil, il évoque les sales au bout de son troisième mot. Et donc il peut se dire: «OK, bah, le créneau sales, il est intéressant et je peux complètement réutiliser». Donc moi, je donne toujours l'astuce tous les 3 mois, regarder les posts qui ont bien marché ou même ceux qui ont pas trop bien marché en testant un autre angle pour voir si c'est juste le contenu qui vraiment qui prend pas ou simplement que c'était votre accroche. Et vous cliquez sur, bah, là j'avoue je fais un peu l'auto-promo de Magic Post, mais parce que c'est une fonctionnalité qu'on a créée limite, que moi je voulais trop. C'est-à-dire je vais dans mon calendrier, je reviens 3 mois en avant, je vois tous les posts avec les impressions machin, je clique sur le post, je fais réutiliser le post et là je choisis une nouvelle date. Là ensuite j'édite, je change l'image s'il faut et je vois si ça a marché. Et hier, j'ai repartagé un post pour la 5e fois sur les jours de publication et j'essaye différents angles parce que, bah, parfois il a bien marché, parfois il a pas bien marché Ouais. et j'essaye de comprendre un peu le pourquoi du comment et dans tous les cas, c'est un gain de temps parce que vous vous apportez de la valeur, c'est du travail. Ce premier post, la première fois que je l'ai fait, il m'a pris 4 heures. Bah, je l'ai réutilisé 5 fois sans aucun problème. C'est aussi comme tout c'est un sujet marketing et comme tout sujet marketing, c'est des sujets d'itération. Donc vous tombez c'est top quand vous tombez juste la première fois, c'est vraiment top, mais c'est rarement le cas. Donc il faut toujours, effectivement, comme tu le dis, travailler sur différents angles, reprendre le même poste, c'est pas forcément le thème. Voilà, le thème peut être très, très bien, l'expertise que vous avez peut être très, très bien, mais il peut y avoir juste une petite chose, un petit élément qui a été, qui a pas fait son effet en tout cas et qui doit être retravaillé pour que ça évolue. Donc, carrément, très, très bon conseil et bonne fonctionnalité. Hum, tac, allez, on passe à la suite. Donc, juste pour vous montrer, c'était lié à ce que nous on peut faire, mais effectivement, il y a aussi des liens qui ne sont pas forcément évidents entre ce qui va déclencher quelque chose côté prospect et ce qui est validé aussi socialement par la plateforme. Vous pouvez avoir des choses dans lesquelles vous avez beaucoup de reach, justement, enfin beaucoup de likes, comme tu disais, le réseau valide le contenu que vous avez créé, mais sur lequel l'implication, enfin, le lien par rapport à la génération de leads, qui est la finalité de l'ensemble du contenu, est moins évident. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire, le like n'est pas toujours la bonne manière de voir les choses. Ne regardez pas poste par poste vos réussites. C'est plutôt quelque chose de macro qu'il faut regarder. Comme tu disais, le nombre de personnes que j'ai réussi à toucher, donc la portée de mes posts sur une période, le nombre d'impressions sur une période, qui sont les meilleurs indicateurs plutôt que poste par poste. Or, le fait d'analyser la copie pour ensuite optimiser les choses. Donc voilà, pas de lien entre les likes et le nombre de ventes. Nous, on sait qu'il y a des posts sur lesquels on va être extrêmement précis sur le sujet dont on va parler, mais on a créé une forme d'ouverture, une fenêtre avec d'autres posts qui nous permettent de pouvoir parler à certains prospects. Et à l'intérieur de ces prospects-là, enfin de ces lecteurs, on va venir parler d'un thème très particulier qui va intéresser juste une partie, mais c'est cette partie-là qui nous intéresse et qui va ensuite déclencher des leads. C'est la manière dont on voit le sujet. J'espère qu'on ne se trompe pas trop, Nailé, mais bon, sinon, on corrigera par la suite. Oui, là, bah, là, je vois le poste du milieu, là, le cadeau de Noël, c'est des postes qui sont extrêmement puissants. Après, ils demandent beaucoup de travail, de SAV, souvent on dit, hein, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire tout le temps. Mais dans les 8 postes ou les 2 postes par semaine dont je parlais tout à l'heure, hem, cette logique, si vous sentez que vous avez un espèce de lead magnet qui peut bien marcher, qui peut bien prendre, faut y aller, faut le Ouais. tester, il faut le refaire tous les 3 mois en mettant à jour. Et ça, c'est juste monstrueux, honnêtement. Donc ne pas hésiter. Ouais, pour moi, ça fait partie de la boîte à outils de la personne qui publie. C'est voilà, il faut pas, comme tu dis, il faut pas en jouer trop parce que sinon l'effet s'arrête. Mais de temps en temps, pour augmenter cette portée, bah, dire OK, on va délivrer quelque chose, on va donner quelque chose d'extrêmement précis sur un sujet et qui va nous permettre de pouvoir bénéficier de la portée de ce poste-là pour les suivants qui vont être plus précis dedans. C'est vraiment de la tactique. Hem, donc on va travailler justement maintenant sur cette partie, machine à lead, enfin la partie machine, comment transformer cette, partie LinkedIn en machine à lead et je vais vous parler, vraiment de manière transparente de, comment nous on le traite. Surtout Nailé, quand tu vois des erreurs, tu nous dis des choses sur lesquelles on est en incohérence, et surtout n'hésite pas à le faire, ce sera intéressant d'avoir ton point de vue. La manière dont on voit les choses, nous, c'est qu'on décide au départ des différents messages qu'on doit adresser. Donc pour ça, c'est vraiment les 5 points
qu'on doit défendre à l'intérieur de nos contenus, de nos séquences, enfin, sur tous les canaux. Et ces 5 messages, on n'en sortira pas côté marketing. Ça peut être par exemple la segmentation, ça peut être la qualité des données, l'intégration CRM. Ben voilà, il y a 5 grands thèmes comme ça qui vont arriver et qui vont dicter notre contenu. Ensuite, on va regarder à l'intérieur de l'équipe qui sont les personnes qui sont OK pour incarner ces messages et ces personnes, sur quels messages elles peuvent se positionner et comment les angles sont différents en fonction de ces personnes. Forcément, quand il y a un sujet produit, disons, par exemple comme la qualité de données, c'est pas c'est pas le même angle quand c'est un responsable data qui traite de ce sujet-là que quand c'est Maël qui est un profil commercial. On a forcément une manière différente de voir la donnée, il va y avoir un discours qui est différent. Mais on regarde qui peut incarner ces messages et la manière différente de pouvoir l'incarner. On regarde ensuite forcément les canaux sur lesquels on va pouvoir distribuer. On ne peut pas mettre des efforts sur l'ensemble des canaux. Ce n'est pas possible, en tout cas à moins d'être HubSpot. Mais une entreprise, on va dire plutôt de taille réduite, doit choisir les endroits sur lesquels elle doit aller. Donc pour nous, ça va être LinkedIn, ça va être sur la partie webinar, ça va être sur la partie campagne, un petit peu YouTube. Voilà, on va limiter en tout cas, mais on va dire voilà les canaux sur lesquels on va pouvoir diffuser, les supports sur lesquels on va pouvoir s'investir. Et puis ensuite, on va commencer à créer le contenu, on va créer la bibliothèque de posts correspondant donc aux messages, aux profils et aux angles qu'on a pu évoquer. Je vais vous montrer, je vous montre, c'est vraiment notre manière de pouvoir le traiter. Mais donc, au départ, une fois qu'on a ces 5 messages, on définit les personas, donc les personnes avec lesquelles on est censé pouvoir parler, qui sont intéressantes côté acquisition. Pour nous, ça va être des fondateurs d'entreprise, des responsables marketing, des responsables commerciaux, des agences de prospection. Donc les gens qui utilisent, qui retirent une grande valeur de Faro quand elles créent leur liste, quand ils utilisent nos données. On va positionner ici leurs problématiques directement. On va dire, OK, voilà les problèmes qui sont présents pour ces différents types de personas. Et il peut y avoir une deuxième grille en fonction de la taille d'entreprise, parce que les problèmes d'un fondateur ne sont pas les mêmes pour une petite entreprise que pour une entreprise de 50 ou 100 personnes. Donc, on regarde par rapport à cette partie-là. Et on va définir donc les messages. Ces pains, ces difficultés, ils viennent à la fois d'une partie d'intuition chez nous, donc forcément, vous connaissez le sujet, vous portez votre entreprise au quotidien, vous voyez des prospects au quotidien, donc il y a des intuitions que vous faites au fur et à mesure qui se sont construites par rapport à ça. Et maintenant, de plus en plus, on va faire de l'analyse d'appel, de l'analyse d'appel côté prospect, de l'analyse d'appel côté produit, pour venir j'allais dire presque contrecarrer, mais équilibrer entre nos intuitions et ce que le marché nous dit. Donc pour ça, factuellement, on va utiliser les transcripts d'appels, on enregistre les appels en prévenant le prospect forcément dedans, et par la suite, on va utiliser ces notions-là pour venir reconnaître les difficultés qui sont évoquées et la manière de les évoquer à l'intérieur de ces appels, et ça va nous permettre de pouvoir construire directement les difficultés associées aux personas plus haut. Et après, donc on va passer à la production. On va distribuer le contenu à travers les différents profils qu'on a choisis, à travers les différentes incarnations. Et le summum, vraiment, ça c'est très bien, c'est top quand vous parlez de votre marque, c'est encore mieux quand il y a d'autres personnes qui peuvent parler pour vous de votre marque. C'est si vous avez quelques, on va dire, avocats, advocate, c'est vraiment le terme en plus anglicisme, mais des gens qui peuvent être présents pour venir soutenir votre discours, ben ça a une portée encore plus forte parce que vous venez rajouter de la preuve sociale sur le sujet et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc nous, ça fait partie de notre stratégie d'avoir à la fois des profils internes qui vont justement légitimer, expliquer ce que peut faire Faro, défendre les 5 messages initiaux, et puis des personnes concrètes qui apprécient la solution. Hein. On ne prend pas des gens qui n'utilisent pas Faro, mais au contraire des gens qui sont investis dans le produit et qui vont pouvoir parler pour nous. Ou alors, on va être tenté de relayer le plus fort possible des personnes qui naturellement parlent de nous. Donc ça, d'être constamment en surveillance d'être des éléments qui peuvent se dire pour nous, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, il n'y a jamais de mauvaise pub dedans, et de pouvoir soutenir ces contenus-là. Élément dont on va se servir côté LinkedIn, ça va être aussi de regarder tous les posts qui sont en lien avec nos sujets dedans. Pour ça, on n'a pas une veille côté outils dessus, mais c'est plutôt une veille fil d'actualité sur les différents profils pour regarder les posts qui sont intéressants sur nos sujets et venir regarder les personnes qui peuvent les commenter et ensuite pouvoir créer des campagnes sur ces personnes qui ont pu commenter. Donc voilà, c'est notre système qu'on met en place
et qui nous permet en tout cas de pouvoir légitimer la création. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nailé, mais si on a fait une bêtise, comme je te disais, dis-le nous. Ouais, pardon, petite coupure caméra. C'est super intéressant, c'est super intéressant. On voit différents modèles selon, les équipes avec qui on travaille, qui ont intégré Magic Post dans leur stack et là, je trouve que vous donnez du super concret. Je trouve ça intéressant d'aller, vraiment identifier les messages et de dire qui est-ce qui peut les partager. Donc ça, c'est un je pense que c'est un framework qui, peut très bien marcher, qui a déjà été, éprouvé dans différentes boîtes. Souvent, on parle de, stratégie un petit peu Avengers, des choses comme ça, où vraiment on identifie les personnes dans les équipes et on leur dit: «OK, bah, qui veut avoir un peu quel rôle dans l'équipe, des Avengers?» on va dire et chacun a un peu ses spécialités, chacun a un peu ses sujets, mais finalement ça regroupe sur, peut-être les 5 grands thèmes. C'est quelque chose qui est en plus très win-win parce que derrière, la boîte, elle y gagne, la personne qui le fait, elle y gagne. Après évidemment, c'est supposément sur les heures de travail, donc tout le monde est dans un bon équilibre. Et je pense à des boîtes qui ont fait, émerger aujourd'hui peut-être des influenceurs, hein, c'est pas forcément le but évidemment de votre aujourd'hui, c'est pas le but, mais des boîtes qui ont eu, tellement de gens qui ont réussi à cartonner sur leur création de contenu, qui derrière, 3 ans après, quand chacun a un peu volé toutes ses propres ailes, ont pu, également profiter de cette, de toute cette, notoriété, de toute cette expertise, qu'elles ont créée sur LinkedIn pour lancer leurs propres projets. Donc vraiment, il faut le voir, de cette manière qu'on voit enfin, il y a i ouais, tu voulais rajouter un truc? Non, j'allais dire, c'est clair, il y a un lien avec l'employabilité, même par la suite, c'est pour les personnes qui ont pu développer une certaine expertise sur des sujets, enfin, vous devenez un référent. Donc, même, il y a le cadre d'entreprise dans lequel vous le faites initialement, mais c'est quelque chose que vous allez forcément reporter par la suite, hein. Ça s'annule pas. Complètement et c'est pour ça qu'on parle de côté très win-win. Il y a aussi d'autres variantes de le faire. Nous, c'est quelque chose qu'on faisait, chez Magic Post. On avait une personne qui prenait le contenu français pour l'audience française et moi, j'étais le profil qui, développait l'audience plutôt anglophone, États-Unis et cetera et ça marchait très bien. On avait des contenus qui s'entrecroisaient. Alors évidemment, on avait des contenus personnels pour nous, mais quand on était sur des contenus actionnables, ben, on s'entrecroisait. On avait l'infographie qui était en version française, l'infographie en version anglaise. Et ça peut marcher aussi très bien dans cette logique de distribuer le contenu. Ouais, ouais, carrément, carrément. Effectivement, si on est multilingue, c'est très pratique. Hem, je vais parler d'un thème pareil qui est présent, mais j'ai déjà un petit peu évoqué dans la slide précédente, mais qui est la page blanche, cette peur de ne pas savoir quoi écrire. Forcément, là, notamment dans une comment dire, création de contenu qui est un petit peu plus importante, enfin, sur lequel il y a de la récurrence. Je dis, l'un des bons points, c'est d'aller écouter vos prospects. Si vous mesurez les appels, si vous enregistrez les appels, vous allez avoir une source d'information, une source de données qui va être vraiment presque inépuisable en tout cas. Vous allez avoir des angles assez naturels qui vont ressortir de cette analyse des transcripts et qui vont vous permettre de pouvoir construire vos posts, en tout cas d'avoir vraiment des idées, des angles d'attaque pour la construction et sur lesquels ce n'est pas juste vous la source de l'ensemble de ces idées. Deuxième thème, donc scraper LinkedIn sur certains sujets. Il y a des personnes qui réussissent très bien, qui parlent très bien des sujets sur lesquels vous avez envie d'aller. Inspirez-vous d'eux. En fait, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Et dedans, justement pour nous, en tout cas, le lien qu'on voit pour faire le lien avec ce webinaire, c'est qu'à l'intérieur de cette stratégie inbound, on va utiliser ces mêmes messages qu'on peut publier à l'intérieur de LinkedIn et qu'on décèle depuis nos calls et qui vont venir aussi nourrir nos séquences à outbound. Donc, histoire d'avoir cette continuité dans l'ensemble, cette cohérence en tout cas sur la partie contenu dessus. Et je le disais, votre contenu, il a d'autant plus de portée, d'autant plus de légitimité que vous le faites travailler par des personnes qui sont extérieures. Donc, si vous arrivez à faire publier des personnes en dehors de votre entreprise, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez top. Je le montre un petit exemple justement avec un profil comme Ahmed, qui est l'un des associés de Faro, qui travaille sur la data. Dedans, c'est notre monsieur data, comme on l'appelle, dedans à l'intérieur. Voilà, donc il va travailler les sujets, précision, de fraîcheur de données, parce que c'est ce qu'il fait au quotidien, parce que c'est là où il a une légitimité, c'est là où il est extrêmement fort dessus. Et donc,
on va travailler cet angle-là particulièrement avec lui, où ça va être le plus présent à l'intérieur de ses posts. Mais on va retrouver aussi cet angle sur la donnée à l'intérieur de profils comme celui de Pauline dedans, dans lequel on va le travailler, mais d'un point de vue, quelle est la question que les prospects peuvent me poser en call, en appel. Et bon, bah, c'est souvent, est-ce que vous mettez votre donnée à jour? Oui, on la met à jour. Oui, on n'a pas d'intérêt à ne pas le faire. Et donc, bah, je réponds directement à cette question. J'affiche cette information. Donc, encore une fois, ça ne va pas avoir la portée, on ne va pas chercher à avoir une portée extrême pour ce type de poste. On sait qu'on n'est pas, c'est pas, on va pas chercher à avoir 170 likes pour ça, mais au contraire, on va essayer de répondre à une question concrète et de traiter l'un des 5 messages de cette manière. Voilà. Et donc les autres canaux, les autres articles vont reprendre aussi les différents messages qu'on a pu présenter à l'intérieur du système. Et pour rentrer dans le détail, justement, bah, vous voyez des personnes qui peuvent amplifier votre contenu. Pour l'amplifier, vous pouvez avoir une stratégie même d'influence dedans, c'est-à-dire payer des gens qui vont créer des posts pour vous, bénéficier des posts qui sont naturellement faits pour vous, ou essayer d'inciter certaines personnes utilisatrices de votre solution à publier sur vous, tout simplement pour justement montrer que vous êtes une solution référente. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas s'interdire de faire, il faut au contraire y aller, parce que cette preuve sociale un peu version LinkedIn, elle a beaucoup d'impact sur la génération de leads. C'est quelque chose qui est très important dedans. En tout cas, chez nous, ça a beaucoup d'effets. Je ne sais pas si c'est le cas chez Magic Post, c'est une stratégie que vous avez aussi. Oui, complètement. Complètement. Je pense que vous avez fait quelque chose d'ailleurs, c'est pour moi en fin d'année qui était très lié à ça, sur lequel vous avez sorti un peu le récapitulatif de l'année. Donc sur Magic Post, ça permettait de pouvoir télécharger automatiquement son résumé, comme on peut le retrouver souvent sur d'autres applications type Spotify ou type Strava, où on a son récapitulatif de l'année. Vous l'avez fait sur Magic Post. Et je pense que ça a très très bien marché en termes de viralité. En tout cas, vous avez réussi à donner envie très facilement aux personnes de publier directement sur leur stat LinkedIn. Et je pense que c'était une excellente idée, une excellente publicité. Ouais, complètement. Et derrière, c'était une stratégie à objectifs multiples, on va dire. Mais clairement, on a aussi identifié dans les personnes qui sont venues, beaucoup de prospects, de très belles boîtes qui ont des gros programmes, ambassadeurs, sur lesquels on est très intéressé pour se positionner, ou des boîtes plus intermédiaires qui, veulent faire parler, plus leurs commerciaux et cetera. Donc, ça a été, d'un point de vue commercial, c'était extrêmement intéressant. D'un point de vue marketing, on a eu beaucoup de visibilité. Moi, je suis très porté SEO, tous ces sujets, donc on a eu vraiment, quelque chose qui a marché. Et donc ça a été ce côté, si vous arrivez à créer du contenu qui arrive à être relayé naturellement, et cetera, c'est vrai qu'il y a rien de mieux, donc c'était un très gros succès. Voilà, on me présentait, mais ça c'est l'exemple classique, mais c'est justement on va dire la mise en application de comment j'ai ma cible initiale, je la traite côté inbound et je la traite aussi côté outbound. Donc toute cette segmentation qu'on a pu effectuer sur les personas, on va aussi la ressentir côté liste, et ça aura un impact sur la partie copywriting comme on a pu le présenter. Voilà, je peux te laisser le mot de la fin juste sur ces conseils en tout cas de publication. Je pense que j'espère qu'on a fait passer le message que c'était quelque chose d'essentiel et de réfléchi, j'imagine. Complètement. Le mot d'ordre, c'est ouais, c'est commencer à publier, mais tu l'as dit avant, ça sert à rien de publier sans vraiment stratégie. Si vous publiez pour voir ce que ça donne, ça va pas forcément être intéressant. Il faut intégrer LinkedIn dans sa stratégie. Il y a des outils, comme il y a des outils aujourd'hui pour la prospection, il y a des outils pour la création de contenu. Il faut vraiment penser ça long terme, ne pas s'arrêter ou après quelques likes, ne pas prendre ça à cœur, ne pas se dire: «Ah, mon post, il a fait 3 likes, et je suis nul, quoi. Pas du tout. C'est dur, hein, c'est toujours dur, hein, de se détacher de ce genre de choses. Il faut pas le prendre pour soi. Il faut se dire: «Ben, c'est pour avancer, c'est de là que je peux apprendre». Ouais, carrément. C'est encore une fois de la récurrence et de la méthode. Et il faut quand vous prenez cette planification, méthode et cette récurrence, justement, ça va vous permettre de pouvoir réduire la charge, réduire ce qui vous limite dans cette publication, et vous verrez les effets à long terme. Un peu comme tu disais sur la partie SEO, c'est pas tout de suite,
mais ça a ses effets dans le long terme. Faut Ouais, y travailler. et une autre chose, c'est que, ce que je remarque de ce qui marche dans les boîtes et les boîtes qui arrivent à tenir sur la durée, à le faire bien avec, ces efforts de OK, il y a des personnes qui prennent la parole sur tel sujet et cetera, on coordonne. C'est lorsqu'il y a quand même quelqu'un qui est référent en interne, quelqu'un ou une équipe, on va dire, mais ça dépend évidemment des structures d'entreprise. Mais, c'est bien d'avoir, bah, ce qu'on appelle peut-être un champion ou quelqu'un qui va vraiment, s'assurer que, ça tourne, que ce sujet tourne. Donc faut pas se dire: «OK, cette année, chacun s'il vous plaît, prenez la parole et on verra ce qui se passe». Non, il faudrait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit en référence, bah, dans une logique de chef de projet. Nous, on le voit avec, bah, par exemple, on a un cas d'étude qui est intéressant, c'est avec l'école de commerce Audencia. Il y a une personne qui est chez Audencia qui a tout mis en place et qui, s'assure que tout le contenu, bah, soit que les personnes sont en autonomie pour créer du contenu, soit elles font le contenu pour ces personnes, puis ces personnes sont en mode, «Vas-y, je te fais confiance» ou «Je le check». Mais il faut forcément qu'il y ait, enfin, c'est pas forcément, mais je recommande Qui est un vraiment qu'il y ait leader, ouais. quelqu'un, ouais, qui lead le sujet. Carrément, carrément. Ouais, c'est un vrai canal d'acquisition, donc effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit désorganisé. Il faut qu'il y ait un leader pour, organiser l'ensemble. On peut passer un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Donc, il y en avait une première de Niels qui me semble un peu plus, pour toi, mais est-ce que tu conseilles aux salariés de taguer l'entreprise à l'intérieur des postes ou au contraire d'avoir un contenu qui est absolument, jamais relié avec, la partie entreprise? C'est pas tout blanc ou tout noir, si c'est pertinent, il faut le faire, mais si c'est juste pour enfin, par principe, parce qu'on est dans l'entreprise, non, ne le faites pas. À partir du moment où votre profil est optimisé, naturellement, il y aurait forcément, bah, votre entreprise, dans la bannière, si c'est amené de manière, sobre et efficace et en fait, va y avoir un effet de bord. Votre contenu va être, vu comme le vôtre et que vous-même, vous êtes dans cette entreprise. Donc naturellement, il faut que ce soit, bah, naturel, tout simplement. Donc, Ouais. faut pas tomber dans la logique trop corporate à se dire: «Vas-y, il faut toujours que je tag et cetera», ça sert à rien. C'est comme taguer 10 000 personnes pour se dire: «Ah tiens, je vais avoir du reach». Franchement, je vous le déconseille. Faites les choses naturellement. S'il faut mentionner l'entreprise, faites-le, mais voilà. Yes. On avait une autre question de Diane. Alors, que pensez-vous du newsletter mensuel? Alors, je pense que c'est en dehors de la partie LinkedIn, mais c'est un très bon sujet. À partir du moment où vous avez une matière à écrire sur la newsletter, surtout, bah, allez-y. Nous, on l'utilise beaucoup. Ça fait partie de nos éléments. Je pense que toi aussi, tu le fais, Nailé, sur la partie produit, il me semble. En tout cas, pour présenter les nouveautés produits, il me semble que c'est le cas dedans. Euh, c'est un élément qui montre un peu la vigueur. C'est à travers la newsletter, vous pouvez montrer que vous êtes en train d'être relié au sujet d'actualité dedans, que votre marque vit, et si vous avez un produit ou des prestations, que ces prestations aussi vivent, que vous êtes rapide, vous êtes agile sur les sujets. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. De la même manière, je pense que si vous faites 2 newsletters par an, ça a beaucoup moins d'efficacité que si vous en faites une toutes les 3 semaines ou tous les mois dedans, qui est vraiment très pertinente. Donc c'est un peu le même thème, c'est sur le contenu, c'est la récurrence qui détermine la réussite plutôt que la pertinence d'un contenu en particulier. Je sais pas s'il y avait d'autres questions au cas où, dedans. Tac. Surtout n'hésitez pas. Dans tous les cas, je pense que s'il y a d'autres questions, Nailé, quelle est la meilleure manière de te contacter? C'est sur, LinkedIn, par email? Qu'est-ce que tu préfères? Oui, complètement. Bah, sur LinkedIn, je remets mon petit LinkedIn ici, surtout n'hésitez pas à m'ajouter, à me contacter. Si vous avez des sujets justement de prise de parole sur LinkedIn, c'est un gros enjeu pour vous pour 2026 ou même dans quelques mois, il faut vraiment pas hésiter. Je serais ravi vraiment de discuter avec vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages encore qui sont dans les entreprises, même s'il y a vraiment un changement de mentalité. Vous pouvez aussi visiter, notre site si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on fait. On essaye vraiment d'être au plus proche de nos clients, de nos prospects. Ouais, c'est un peu voilà, c'est un petit peu le petit moment, autopromotion. Je crois que la dernière slide justement, on voit le site, juste après. Alexis. Et donc, c'est ce qu'on fait. On permet de vraiment gérer toute sa stratégie de contenu sur LinkedIn, que de la création à la planification, aux inspirations, aux métriques, à l'engagement. Ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on est 100 à utiliser l'API LinkedIn, c'est-à-dire qu'on est dans le programme développeur avancé. Et donc, tout ce qu'on fait, il n'y a aucun risque sur nos comptes. C'est des sujets qui sont très importants pour nos clients entreprises, Ouais. justement. Et donc, ça, c'est un gros sujet. Il n'y a pas de, il y a pas de problème avec ça. Donc, on est une boîte qui a un peu plus de 2 ans maintenant et qui, je pense, est dans l'air du temps avec ce sujet de LinkedIn. Donc, c'est toujours très passionnant.
Ouais, franchement, si vous avez sujet même pour nous, ce qui a fait la différence, c'était la planification des postes. Et c'est vraiment une très bonne solution qui a été adoptée par Pierre, qui est l'équivalent du chef de projet, du leader justement sur le sujet, qui est ravi de l'utilisation. J'espère que vous avez appris des choses pendant ce webinaire. C'était le but. En tout cas, voilà, encore une fois, le but de vous montrer que votre méthode d'acquisition, enfin votre système d'acquisition, c'est pas du hasard, c'est pas du one shot, que ce soit sur la partie outbound, que ce soit sur la partie LinkedIn. Les choses se construisent, se pensent, vraiment se réfléchissent. Et vous avez une stratégie qui est globale, initiale, et vous regardez comment vous dépliez cette stratégie-là en fonction des canaux, en fonction des personnes. Voilà, donc il y a des liens, et tout cet ensemble se construit, et c'est ça qui fera vos résultats. Ne vous arrêtez pas au premier mois sur la partie LinkedIn pour voir des résultats. Ne vous arrêtez pas au premier mois pour voir des résultats sur la partie outbound. Les choses prennent du temps pour que ça réussisse. C'est comme ça, sinon ça serait facile et ça serait trop injuste. Il faut des efforts. Et une fois que vous faites ces efforts-là, bah forcément, ça fonctionne. On enverra le lien de l'enregistrement. La vidéo sera diffusée aussi sur YouTube, donc vous pourrez la voir. Et puis, si vous avez des questions qui émergent sur la partie outbound, sur la création de vos listes, vous pouvez aussi, comme l'instant pub de Nailé, vous pouvez vous rendre sur faro.com. Vous pouvez tester la solution pendant 15 jours. À l'intérieur, vous aurez accès à l'ensemble des données qu'on peut afficher, et vous pourrez créer vos premières listes, envoyer ces listes dans vos CRM, dans vos solutions d'automatisation, et donc générer vos premiers rendez-vous, je l'espère, pour vous. J'étais ravi. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis merci encore pour ta venue, Nailé. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde.